Oui. Tu crois sincèrement que je l'ai pas vu? Quoi? De quoi tu parles? Ton premier film te montre aller dans un pays oriental pour te retrouver nez à nez avec une méchante organisation où tu construis ton alter ego super-héroïque pour revenir chez toi pour changer les choses. Dans ton deuxième film, un méchant répond à la création de ton super-héros et fout une grosse merde dans ton monde et tu te remets donc en question tout en essayant de te surpasser. Et dans ton troisième film, un méchant et son organisation détruit ton monde et te fout une tannée, te renvoyant loin de tous tes gadgets et où tu dois te reconstruire et finir ton évolution de personnage pour trouver quelqu'un à qui passer le flambeau. Donc, franchement, crois-tu que j'étais assez con pour ne pas le voir? Non, là, c'est moi qui suis assez con pour ne pas le voir. Tu as copié ma trilogie! Oh! Ah, ouais, maintenant que tu le dis, ouais... faut dire, c'est un petit peu la référence niveau film de super-héros. Ça te donne pas le droit de me copier. Oh, ça va. Moi, au moins, j'ai pu faire mon équipe de super-héros. Et? Comment ça? Et? Oh oui, c'est vrai que tu es vachement meilleur quand tu ne peux sauver quoi que ce soit sans être assisté par ton Jarvis ou tes super copains, alors que moi, je sauve une ville tout seul 3 fois. Ah, et puis merde, ça sert à rien de parler avec toi. Balancez le générique. Iron Man 3. Bon, avant de parler de celui-là, je suppose que je devrais parler des 2 précédents films Iron Man. Dans The Avengers, attendez Avengers 2. En 2008, un petit réalisateur Yes Man du nom de Jon Favreau s'est proposé pour passer de la comédie au film de super-héros avec Iron Man, qui avait pour principal avantage, bon d'accord, pour seul avantage concrètement, Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Le premier Iron Man est assez bien foutu en fait. Jon Favreau n'est pas vraiment l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, mais dans ce film-là, il avait beaucoup de bonnes idées. Bon, après, peut-être que c'était les producteurs qui lui ont donné de bonnes idées, ou peut-être que dans le scénario, il y avait de bonnes idées, mais voilà, il y avait pas mal de bonnes idées. Comme par exemple, la manière dont il détaillait la construction de l'armure, le plan sur la tête de Tony Stark quand il est dans l'armure, qui fait très manga de mecha, des trucs cool dans le genre. Et aussi un parti pris qui plaît pas à tout le monde, mais qui, moi, perso, m'a bien plu dans le premier Iron Man. Le fait que c'est vraiment un film sur le quotidien de Tony Stark. Le film, c'est Tony Stark, alors autant être complètement dans son univers, qui est l'univers d'un milliardaire qui pense qu'à s'amuser. Et qui est un super-héros, tout simplement parce qu'il a un gros jouet qui lui permet de jouer au super-héros, mais qu'il l'est pas vraiment. C'est un truc que beaucoup n'aiment pas à propos des 2 premiers Iron Man. C'est que c'est grosso modo l'histoire d'un connard qui joue au super-héros. Et qu'on en a un petit peu marre au bout d'un moment de le voir faire des conneries chez lui. Mais moi, je trouve que c'est le côté rafraîchissant du premier Iron Man. Parce que ça montre une autre facette des super-héros. Le super-héros qui n'assume pas le fait qu'il est un super-héros. Déjà, rien que le fait que Tony Stark soit un gros connard, c'est parce qu'à l'époque, les gros connards étaient assez à la mode, surtout avec Dr. House. Mais Tony Stark restait quand même un bon super-héros parce que, malgré ses défauts, il avait un certain charisme, et aussi, en bout de compte, il faisait toujours la bonne chose à faire. Mais là où Iron Man était vraiment important pour Marvel, c'est qu'il a permis de lancer la saga Avengers. C'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée de faire différents films de super-héros pour qu'ils s'assemblent tous autour d'un seul film. Et Marvel avait l'intention de continuer avec l'Incroyable Hulk, qui s'est planté au box-office. Alors du coup, vu que l'échec de l'Incroyable Hulk avait l'air de mettre en danger le projet Avengers, ils ont eu une petite idée pour essayer de sauver les meubles. Faire un deuxième Iron Man. Et celui-là est... Ok. Il y en a beaucoup qui le détestent principalement parce que c'est encore un film où on voit Tony Stark faire des conneries chez lui, mais encore une fois, c'est le truc que j'aime bien. Mais en même temps, c'est vrai que dans le 2, c'est peut-être superflu. Dans le premier, ça allait où t'apprenais à connaître Tony Stark, mais là, maintenant... T'as l'impression que c'est juste la répétition de la recette du premier film, en gros. Alors c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Iron Man 2 est le moins bon des films Marvel préparant The Avengers. Et pourtant, ça reste un film fort sympathique, c'est pour dire. Oh les gars, arrêtez un petit peu de rager sur la scène où Tony Stark picole et se met à pisser dans son armure. D'ailleurs, je sais même pas s'il pisse vraiment dans son armure dans cette scène d'ailleurs. Parce qu'il est censé avoir l'air pathétique. Parce que justement, il veut profiter de sa dernière journée sur Terre et tout. Faut suivre un petit peu les intentions du scénariste aussi. Enfin, après, ils ont pu sauver le bateau pour pouvoir faire Avengers, où Josh Whedon a continué à faire évoluer le personnage pour qu'il devienne un véritable super-héros. Et maintenant, il continue avec Iron Man 3, qui a la particularité de ne plus être réalisé par Jon Favreau. Et là, vous pensez au petit sketch débile sur le cercle qu'il y a sur Internet, où on aurait mis comme réalisateur Brett Ratner pour un futur Iron Man. Mais non, pour cet Iron Man-là, ils ont fait venir Sean Black.
Pour ceux qui se demandent qui c'est Shane Black, c'est le mec qui a écrit L'Arme Fatale quand il était encore étudiant. C'est aussi le mec qui a écrit le scénario de Last Action Hero et qui a réalisé un super film avec Kiss Kiss Bang Bang, avec Robert Downey Jr. aussi. Donc, de quoi part ce film? Après les événements de The Avengers, Tony Stark vit maintenant un petit peu mal sa condition de super-héros. Maintenant, il a un certain traumatisme et il commence à avoir peur de tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je suis un super-héros qui doit combattre des terroristes, des super-criminels, mais aussi des mutants, aliens et des dieux. Il a fallu que je dise que j'étais Iron Man. Il a des angoisses, il n'arrive plus à dormir, et des fois il contrôle une de ses armures sans faire exprès. Et il passe son temps à se préparer à une future bataille. Et justement, cette future bataille s'amène à la présence du Mandarin, le chef d'une organisation terroriste qui fait trembler les États-Unis. Bien entendu, quand Tony Stark voit cette occasion de se battre à nouveau, il n'hésite pas. Il est genre, hé, Mandarin, viens ici. Et le Mandarin lui répond, je suis là. Donc maintenant que Tony Stark est séparé de tous ses gadgets, qu'il a plus de maison et qu'il n'a plus son compagnon Jarvis, il va revenir à des armes beaucoup plus simples et à sa simple ingéniosité pour vaincre le Mandarin. Donc, est-ce que ce film est bon? C'est même le meilleur de la trilogie. En même temps, c'est Shane Black, quoi. Y a rien d'étonnant là-dessus, mais voilà, là, c'est confirmé. C'est le meilleur de la trilogie. C'est le meilleur épisode pour différentes raisons. Premièrement, le fait que le film ait une identité. Non, parce que les premiers Iron Man n'avaient pas vraiment une marque de réalisateur. Il n'y avait pas ce petit truc qui disait « Ah, ça c'est un film de Jon Favreau ». Non, c'est juste qu'il y avait de bonnes idées, que Robert Downey Jr. était très à l'aise dans le personnage et du coup, il faisait tout ce qu'il voulait. C'était le principal charme des deux premiers films. Mais Iron Man 3... on sent que c'est un film de Shane Black. Le style d'humour, c'est du Shane Black. La façon d'utiliser le narrateur, c'est du Shane Black. Tout commence ça quand mes armures ont explosé. Attends. Oh, fais chier, j'ai sauté tout un acte. Putain, trop nul la narration. Genre mon vieux quand il raconte une blague. Oh, marche arrière toute, j'ai oublié de dire que le cheval du cow-boy est bleu. Putain. Bon, on retourne à la scène où on a mis une coupe ridicule à Jon Favreau. Je peux redire putain? Même Robert Downey Jr., poursuivi par deux méchants beaucoup plus forts que lui, ouais, c'est vraiment du Shane Black. Limite, si c'est pas plus une suite de Kiss Kiss Bang Bang que de Iron Man, quoi. Et c'est pour ça que cet épisode est le meilleur, parce que tout film de super-héros, toute adaptation doit tout de même avoir l'empreinte de son réalisateur. Et c'est le cas dans Iron Man 3. L'autre truc qui le rend supérieur aux autres Iron Man, c'est que cette fois, on te fait plus chier avec les conneries de Tony Stark. Là, tu n'as plus de scène où t'es juste chez lui alors qu'il est en train de faire joujou avec des trucs, où il est en train de boire. Non. Là, c'est les scènes qui s'enchaînent pour faire avancer le scénario coûte que coûte. Bon, le scénario avance un petit peu trop vite à mon goût, mais... en même temps, je leur veux pas. C'est vrai, on a bien préparé le personnage pendant 2 films, je pense qu'on peut se permettre d'accélérer l'action. En parlant d'action, c'est la 3e raison pour laquelle Iron Man 3 est le meilleur de la saga. Les scènes d'action sont créatives. Parce que dans les précédents Iron Man, les scènes d'action, même Avengers en fait, l'action c'était grosso modo vol, boum, boum, explosion. Mais là c'est boum, balancer un piano dans la tronche d'un hélicoptère, s'agripper à une cargaison pour voler comme Tarzan, faire détacher les pièces de son armure pour cogner les gens avec, et pour rendre l'action encore plus cool, t'as Tony Stark qui fait des moments un petit peu à la Sentai. Non, je décolle pas, il fait des mouvements comme ça, et ensuite il y a l'armure qui se met sur lui comme si c'était un Power Rangers. C'est trop cool! C'est le genre d'action délirante complètement décomplexée que je voulais voir dans G.I. Joe 2 et que je retrouve là! Puis merde, il était temps que les réalisateurs comprennent que c'est ce genre d'action-là qu'on veut voir dans les films de super-héros. Bon après, il y a un petit truc qui fait un petit peu débat à propos de ce film. Le seul truc, c'est qu'avant de vous l'expliquer, je dois mettre une petite alerte spoiler. Vers le 3e acte, on découvre tout d'un coup que le méchant, le Mandarin, est bidon. Non mais quand je dis bidon, c'est qu'il est vraiment bidon. On découvre qu'en réalité, le Mandarin n'était pas du tout un chef terroriste. C'est juste un acteur raté, complètement shooté, qui a accepté de prendre le rôle du Mandarin pour rendre service au véritable responsable des attentats terroristes. Et qui est le méchant? Eh ben, c'est Guy Pearce. Waouh! Tu m'as trop rasagoulé la tronche! Pour mon plan, il faut créer un personnage. Un personnage qui revendiquera toutes les conneries que nous allons faire. Vous êtes sûr que ça va marcher, patron? Bien sûr que ça va marcher. On va en faire un arabe. Tous les Américains vont le croire. Bon, il y en a certains qui trouvent un petit peu ça dommage parce que ils voulaient voir Ben Kingsley en méchant charismatique. Mais moi, personnellement, je trouvais cette révélation brillante. Ça faisait une chouette satire sur le côté un petit peu médiatisé des terroristes comme Ben Laden. Mais ce que j'adore surtout, c'est que ça joue avec les attentes. Shane Black, il a compris que ce qu'on adorait dans les premiers Iron Man, c'est que ça jouait avec les règles des films de super-héros. Ça changeait des trucs. Au lieu d'avoir un personnage qui a toutes les qualités du monde, on va mettre en super-héros un personnage qui a tous les défauts du monde. Mais comme là, comme le personnage a évolué pour faire en sorte qu'il devienne vraiment un super-héros, on va arrêter de le faire agir comme un connard. On va lui faire quelques blagues un petit peu cyniques, mais voilà. On va pas aller plus loin que ça, parce que quand même, faut qu'il évolue le personnage
personnage. Alors du coup, on va jouer avec les règles d'une autre façon. On va faire agir le super-héros sans son costume. On va te faire un méchant super classe pour te révéler au final que c'est juste un Gugus qui parle devant un écran. On te fait croire que c'est Tony Stark dans l'armure, mais en fait il le contrôle à distance. Et on te fait croire qu'à la fin du générique de fin, il va y avoir une petite surprise comme il y a toujours dans les films Avengers, où on va te révéler un truc par rapport au prochain film. Mais non, c'est juste un petit gag sympathique où on découvre à qui Tony Stark racontait toute cette histoire. Et en plus, ça renforce un petit peu l'aspect Némésis par rapport à Iron Man. Parce que Guy Pearce est grosso modo le parfait opposé d'Iron Man dans ce film. Ce sont tous les deux des milliardaires avec de super gadgets, mais dans leurs intentions et dans leur composition, ils sont totalement différents. L'un veut utiliser ses pouvoirs pour conquérir le monde et évoluer, l'autre utilise ses pouvoirs pour faire le bien. Or, Guy Pearce porte tout le temps des costards blancs, et Tony Stark porte tout le temps des costards noirs. Guy Pearce a une double identité qu'il utilise avec le mandarin. Tony Stark assume complètement le fait d'être Iron Man. Même au niveau de l'armure, Iron Man utilise une armure pour se battre, et Guy Pearce, il est torse nu, il utilise les pouvoirs qu'il a eu en se mutant. C'est littéralement Dark Iron Man, ce mec. C'est pour ça que je pleure pas qu'on ait complètement annulé le mandarin, parce que de l'autre côté, on donne un méchant qui est le parfait opposé d'Iron Man, ce qui donne une confrontation encore plus cool. Comme si l'armée d'Iron Man, ça suffisait pas. Oui, il y a une armée d'Iron Man dans ce film. Bon, après, il y en a d'autres qui ont trouvé que les angoisses de Tony Stark étaient un petit peu réglées trop vite vers la fin. Moi, je trouve pas. Pourquoi Tony Stark a des angoisses ? Parce qu'il découvre qu'il est un super-héros, et que maintenant il doit l'assumer. Du coup, il a peur de la prochaine attaque, il a envie de se réfugier dans son armure, de peur de devoir combattre, de peur de pas être à la hauteur. Peur encore plus renforcée avec le fait qu'il ait une petite amie, et le fait qu'il a fait la connerie de révéler à tout le monde qu'il était Iron Man. Mais au cours du voyage, il finit par comprendre qu'il est devenu trop dépendant de l'armure Iron Man. Et surtout, il finit par comprendre un truc qu'il avait dit avant, mais qu'il n'avait jamais réellement compris jusque-là. Il est Iron Man. Iron Man, ce n'est pas l'armure, c'est le mec qui l'a construit, c'est le mec qui invente toutes ses inventions et qui trouve des plans pour vaincre l'ennemi. Et c'est en comprenant ça qu'il finit par prendre le courage de combattre. Il finit par complètement assumer le fait que c'est un super-héros. Et oui, à la fin, il enlève le petit truc lumineux qu'il avait sur le corps qui faisait qu'il était Iron Man. Mais c'est surtout de la symbolique. Il enlève le truc parce que maintenant, il est plus dépendant de l'armure. Maintenant, c'est un homme neuf. C'est Iron Man. C'est la version finale d'Iron Man. Et c'est ça aussi que j'ai adoré à propos de cet Iron Man. Il ne fait pas beaucoup de scènes d'action avec son armure. Bon, il en fait quand même pas mal, mais la plupart du temps, Tony Stark, il essaye de se démerder avec ses ménages. Et j'adore voir un super-héros agir comme ça, agir en dehors de son costume. Ça permet de montrer que non, le super-héros n'est pas trop dépendant de ses pouvoirs, il n'est pas trop dépendant de ses gadgets. S'il est un super-héros, c'est parce qu'il a du courage, il a de l'intelligence, il a sa propre force morale. Bref, je ne suis pas complètement d'accord avec ceux qui cassent un petit peu Iron Man 3, parce que je trouve qu'ils passent à côté du but du film. Ils essayent de faire évoluer le personnage, ils essayent d'inventer des trucs, et ils y arrivent. D'accord, ils te donnent pas ce qu'il t'a promis, mais ils donnent ce qu'il a besoin pour le personnage d'Iron Man, pour qu'il soit complet à présent, pour qu'il finisse son voyage initiatique pour devenir un véritable super-héros. Après tout, comme l'a dit Joss Whedon, faut pas donner aux spectateurs ce qu'ils veulent, faut donner aux spectateurs ce dont il a besoin. Et c'est exactement ce qu'a fait Iron Man 3. Il nous a donné ce qu'il en avait besoin pour ce personnage. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici. Et maintenant qu'il est séparé de tous ces fameux Ah putain! Attends! Tiens, Spider-Man, qu'est-ce que tu fous là? Tu crois sincèrement que je l'ai pas vu? Le film où tu te rends compte que c'est difficile d'avoir une petite amie et d'être un super-héros? Et où les méchants ne sont motivés que par la vengeance parce que tu les as humiliés dans un certain passé? Ah? Ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Je copie pas mal de films sans le faire exprès, moi. Enfin, tu peux pas m'en vouloir, ton film, c'est un petit peu la référence. C'était dans Spider-Man 3? Ben oui, comme je te le dis, c'était une référence. Putain, enfin quelqu'un qui comprend que Spider-Man 3 est génial. Oh, ça me change ceux qui disent qu'Amazing Spider-Man est trop cool.